la garde républicaine qui bénéficie maintenant d'une école des Bérets Verts, c'est une succursale de la base militaire française du camp de Gaulle. Ça, je n'ai pas peur de le dire. La plupart des instructeurs étaient français jusqu'à une époque qui n'est pas si reculée. Et c'est ici que moi je dis clairement qu'il y a une contradiction entre le soutien à un régime de la terreur comme le régime qui est au Gabon, non pas depuis Ali Bongo, mais depuis Albert Bernard Bongo, Omar Bongo Ondimba. Un pouvoir qui n'a tenu que grâce aux interventions militaires françaises, notamment dans les années 90. Il faut donc que la France mette en conformité le discours du président Emmanuel Macron il y a quelques jours au sommet Afrique-France de Montpellier avec la réalité gabonaise. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Bienvenue sur Radio et Télévision d'Enigma émettant depuis Chicago aux États-Unis. Et je voudrais signaler aussi que cette émission, L'heure de vérité du docteur Jean-Aimé Mouketchou en direct sur Afrique 2050. Nous émettons également depuis les États-Unis. Alors, nous avons comme invité principal Monsieur Imhotep Bruno Ben Moubamba, qui est un des acteurs de premier plan dans son pays d'origine, qu'on appelle donc le Gabon. C'est aussi un commentateur politique hyper actif sur les réseaux sociaux. Pardonnez-moi, il est journaliste de formation. Bonjour, Monsieur Moubamba. Docteur Jean-Aimé Mouketchou, toujours très heureux de vous retrouver dans votre excellente émission et je me réjouis de prendre la parole ce soir et d'éclairer les Gabonais sur un certain nombre de faits d'actualité, peut-être comme je ne l'ai jamais fait. Donc, je vous remercie pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir honoré notre invitation. Je voudrais signaler que vous êtes journaliste de formation. Je l'ai été. Je me définis plus comme un philosophe maintenant. Je me vois plus à Michel Onfray qu'en Éric Zemmour, par exemple. Si je dois parler de l'actualité française. D'accord, très bien. Vous avez été donc journaliste sur Radio Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, oui. Une radio donc chrétienne émettant depuis le Vatican, c'est ça? Bon, c'est une communauté de radios francophones qui était régie par Radio Vatican, oui, bien sûr. J'ai eu en charge la communauté francophone des radios chrétiennes en Afrique. Très bien. Alors, je voudrais aussi signaler, puisque vous êtes diplômé, hein, vous avez un diplôme que vous avez obtenu en sciences politiques dans cette prestigieuse école des hautes études en sciences sociales de Paris. Vous êtes également, comme vous l'avez si bien dit, docteur en philosophie, doctorat que vous avez obtenu à l'université de Reims, en Champagne-Ardenne, en France. Alors, pour nos auditrices et auditeurs, une autre précision de taille, hein, vous avez été de 2016 à 2017, vice-premier ministre, voilà, de votre pays donc d'origine, avant donc de fuir ce pays en 2018. Pourquoi on dit que vous avez fui ce pays en 2018, après ce poste de vice-premier ministre?
Bon, écoutez, je tiens d'abord à préciser que moi, je ne dois rien au fameux Ali Bongo, hein. J'ai d'abord Mhm. été candidat par mes propres moyens, par mes propres forces en 2009 et c'est de moi-même que je suis devenu acteur politique en finissant l'élection présidentielle avec un score mineur, bien sûr, mais comme sixième à l'élection de 2009 sur 18 candidats. Et je l'ai fait par la détermination de ma propre volonté, sans être parrainé par qui que ce soit. Ensuite, je me suis lancé dans la bataille de l'Union nationale pour créer l'Union nationale avec André Baouba, Zachary Miveto et bien d'autres, même si aujourd'hui, on nie mon influence dans la création de l'Union nationale en tant que cofondateur, je le précise, je le rappelle. Ensuite, je me suis engagé à l'UPG et j'ai été candidat en 2016 au présidentiel où j'ai été avec un score mineur, bien entendu, le troisième de cette élection présidentielle et par ma propre détermination, ma propre volonté. Certes, faire passer pour quelqu'un que Ali Bongo a créé. Ali Bongo ne m'a pas créé. Ali Bongo a obligé de supporter mon surgissement au cœur de l'actualité politique gabonaise. Donc, je ne suis redevable de rien à Ali Bongo. D'ailleurs, dans son gouvernement, j'étais entouré de criminels, de voyous, de bandits en col blanc, mais je n'ai jamais partisé avec ce banditisme d'État. Donc, à partir du moment où il y a pratiquement 3 ans, il a fait son accident vasculaire cérébral à Riyad, en Arabie Saoudite, je savais que ma vie était désormais en danger, puisque mes, euh, mes adversaires, qui étaient les faux amis d'Ali Bongo, en profiteraient pour m'attaquer et atteindre à ma vie. D'ailleurs, ma famille, le sachant, s'était déjà réfugié en France, avait quitté le Gabon. Donc, à partir du moment où l'AVC d'Ali Bongo était confirmé, il ne me restait plus qu'à quitter le pays, notamment avec le soutien de quelques amis que j'ai quand même eu au sein du pouvoir gabonais qui m'ont dit il est temps pour vous, monsieur le vice-premier ministre, de fuir ce pays. Sinon, vous avez des gens, je ne citerai pas leur nom, qui ont déjà préparé un plan de liquidation et donc j'ai choisi d'aller me régénérer à l'extérieur. Je n'ai pas fui, mais je me suis mis à l'abri pour préparer mon retour qui ne saurait tarder. D'accord, très bien. Alors, je voudrais aussi préciser que vous êtes président de l'Alliance pour le changement et le renouveau, une marque, comment dirais-je, déposée par l'ancien opposant historique, le défunt Pierre Mamboundou du Gabon, de l'Union du peuple gabonais. C'est bien ça? Vous confirmez que vous êtes le président de cette alliance, Monsieur Moubamba? Donc, est-ce que vous confirmez, Monsieur Moubamba, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous confirmez que vous êtes... L'opposant historique Pierre Mamboundou s'est présenté comme Oui? je suis le président du parti ACR qui signifie Qui signifie? bon, comme vous le savez, Alors, le son est un peu décalé sur cette émission, certainement dû à tous les sabotages d'accord, très bien. de ceux Nous qui allons ne essayer veulent d'avancer. pas de Nous cette allons essayer émission, mais d'avancer. Je comprends. rassurez-vous, nous allons y arriver. Le son est un peu D'accord, très bien. décalé, voilà pourquoi nous nous entendons avec un certain retard. D'accord, très bien. Alors, Cette, euh, cette, commencer. euh, cette Nous alliance, allons commencer. cette ACR signifie l'Alliance pour le changement et le renouveau. Pierre Mamboundou a créé l'Alliance pour le changement à la restauration. D'accord, très bien.
Alors, nous allons prendre le premier thème sur ce qu'on appelle le pouvoir illégitime de votre première dame, Madame Sylvia Bongo, qui utilise sa situation, vous me permettez l'expression, matrimoniale pour s'emparer d'un pouvoir, ou bien pour s'emparer de votre pays. Votre commentaire sur cette actualité? Docteur Bouketou, j'ignore si vous m'entendez. Hein. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Prenons le premier sujet sur ce qu'on appelle le pouvoir illégitime de votre première dame, hein, la première dame de votre pays, Madame Sylvia Bongo, qui utiliserait sa situation, vous me permettez l'expression, matrimoniale pour s'emparer de votre pays, le Gabon. Votre réaction? Pardonnez-moi. Voilà ce que je vais vous proposer pour contourner les sabotages organisés de cette émission. Vous allez prendre le temps de poser votre question et me laisser chaque fois quelques secondes avant que je ne réponde, parce qu'on voit bien qu'il y a une intervention malveillante sur votre émission. Donc, entre votre question et ma réponse, nous allons laisser écouler régulièrement un peu de temps pour que nous ne soyons pas gênés dans notre conversation, car il y a bien une tentative de sabotage de cette émission parce que la parole de Ben Moubamba gêne le pouvoir gabonais et donc tout est mis en place pour que cette émission ne se passe pas au mieux. Donc voilà ce que je vous propose. Nous prenons le temps chaque fois de poser la question, de laisser un peu de temps et Très bien. ensuite laisser Prenons le aussi premier le thème. temps de réponse et de questions. Ça nous permettra de contourner le sabotage. Donc, avant que je ne réponde à votre question, je prends quelques minutes de silence et après, j'y réponds et nous verrons que le sabotage en cours de votre émission. Très bien. Prenons le premier thème. Parlons, comme je disais, du pouvoir illégitime, comme on l'utilise dans votre pays, cette expression qu'on utilise dans votre pays, de votre première dame, Sylvia Bongo, qui utiliserait sa situation matrimoniale pour s'emparer de votre pays. Votre réaction? Bien, je réponds précisément à votre question. Depuis le 20 ou le 23 octobre 2018, Ali Bongo, le président légal du Gabon, mais à vrai dire le président illégitime, puisqu'il est le fruit d'une dictature qui part de 1967 à 2009 et qu'il a poursuivi par son patronat. Il a poursuivi une dictature avec laquelle j'ai travaillé pour le stratégique et je l'assume pendant moins d'un an. Ça ne fait pas de moi un collaborateur, mais depuis le 24 ou le 23 ou le 27 octobre 2018, Ali Bongo a été désactivé. Il ne dirige plus le Gabon. Ça, c'est clair, d'une manière ou d'une autre, il n'y a plus de président de la République au Gabon. Maintenant, selon la vraie fausse constitution du Gabon, qui n'est qu'un chiffon aujourd'hui, le président de la République devait être le garant des institutions. Il ne s'agit nullement ni de son fils putatif Noureddine Bongo-Valentin, qui a hérité d'un poste de coordinateur général et de président bis avant d'être évincé entre guillemets provisoirement. Il ne s'agit pas d'un rôle constitutionnel dévolu également à la première dame du pays. Mais que constate-t-on depuis l'accident vasculaire d'Ali Bongo à Riyad, où il serait, dit-on, arrivé il y a quelques heures? On constate que le chef de l'État gabonais est la première dame. C'est la première dame qui décide des lois, par exemple de revoir le code pénal de la République gabonaise. On sait que ça vient de la première dame.
c'est la première dame, Sylvia Bongo Valentin, qui, comme la femme de Robert Mugabe à l'époque, qui a causé d'ailleurs les plus grands malheurs de son mari Robert Mugabe avant sa mort, elle s'arroge des droits constitutionnels de nommer des gouvernements, de s'emparer du tissu économique dans le secteur pétrolier, dans le secteur des mines, dans le secteur des transports, dans le secteur des hydrocarbures. Tout est dans les mains de Madame Sylvie Najma, dit-on, Aimée Bongo Valentin. C'est donc la première dame qui devient le chef de l'État et qu'on voit se promener comme récemment à l'école du Béret Vert qu'ils ont inaugurée, une école qui porte son nom, qui reçoit des honneurs militaires. Or, une fonction comme celle du président de la République ne peut pas être dévolue à la première dame. Que diriez-vous si vous alliez voir votre médecin, docteur Moketu, et que vous étiez reçu par la femme du médecin? Quelle compétence a la femme du médecin pour vous recevoir et établir un diagnostic? Or, le Gabon est malade. On a besoin aujourd'hui de dirigeants qui établissent un diagnostic réel du Gabon pour dire voilà comment il faut faire pour sauver le Gabon politiquement, économiquement, socialement, culturellement et à tout niveau. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs diagnostics. Il n'y a plus de médecin à la tête du Gabon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de père de la nation, mais on voit une espèce de menthe religieuse, une espèce de femme, une espèce de dame que je connais d'une certaine manière, mais qui s'arroge les pouvoirs du chef de l'État. Cela est inacceptable et cela ne doit plus être accepté. Bien, ce n'est plus acceptable. Alors, le deuxième sujet, Monsieur Moubamba, parlons un peu de la politique sanitaire, toujours en rapport avec votre première dame, mais cette politique sanitaire qui est pratiquée par les amis de votre première dame, qui est en quelque sorte en train de renforcer le système politique dictatorial ou bien tout simplement la dictature dans votre pays. Votre réaction? La première dame du Gabon, qu'on appelle aussi Sylvia Bongo Valentin, est à l'origine de ce qu'on appelle la dictature du moment au Gabon. La dictature du moment à l'échelle universelle, c'est la dictature sanitaire, c'est-à-dire la prise de décision qui atteigne le tissu économique, qui freine l'activité globale, l'activité financière, qui crée des murs entre les populations, entre les gens, un enfermement du monde, un peu comme vous le savez, j'étais à Berlin il y a quelques jours, et c'est une ville qui a été casernée après la Deuxième Guerre mondiale. On a créé des murs de séparation entre le secteur français, le secteur russe, le secteur anglais, le secteur américain. Eh bien, on a barricadé cette ville qui était en fait le symbole du confinement géopolitique de l'époque. Aujourd'hui, Sylvia Bongo, en tant que chef de l'État, en réalité, puisque que l'on pense comme moi qu'Ali Bongo a été désactivé, ou que l'on pense comme d'autres qu'Ali Bongo n'a plus toute sa tête et que ce n'est plus qu'un légume qu'on promène ici et là et qui n'a plus les compétences pour diriger un État, cela nous ramène au même constat, c'est à dire que qui dirige le Gabon alors? Et les 10 Gabonais qui à l'époque avaient posé la question qui dirige le Gabon ont posé cette question pour de bonnes raisons et personne n'a répondu à cette question. Or, on voit bien dans la politique sanitaire que celle qui prend les décisions, c'est la première dame. D'abord, elle a fait nommer comme ministre de la Santé un de ses meilleurs amis, j'ai cité le bien nommé ministre de la Santé, docteur Obiang, qui a mis en place un couvre-feu, des mesures sanitaires qui n'ont ni queue ni tête, où on voit des gens qui vivent dans des poubelles, comme à Libreville, des gens vivent dans des poubelles avec des masques. Mais enfin, soyons sérieux, docteur Moketu. Vous allez mettre des masques peut-être à Paris, ça peut se comprendre, ou à Washington. Mais les gens qui vivent dans une extrême misère, une extrême pauvreté, au milieu des bactéries, des microbes, des immondices, des poubelles, à Mindoubé, dans cette poubelle géante qui détruit la santé des Gabonais, vous leur mettez des masques.
Et vous ne vous remettez pas en question au niveau de votre politique globale qui tue tous les jours des milliers de gens et vous voulez les protéger de la mort. Mais enfin, vous êtes déjà en train de les tuer depuis pratiquement plus de 50 ans. De quelle mort voulez-vous les protéger? Vous êtes la cause, Madame Sylvia Bongo, vous êtes l'héritière du régime qui a tué les Gabonais en détruisant le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, les infrastructures, en faisant de nos villes des villes poubelles. Un pays, dit-on, le pays le plus riche d'Afrique selon un rapport de la Banque mondiale, ce qui est vrai, mais un pays où 2 tiers de la population vit avec 500 francs CFA par jour, c'est-à-dire moins d'1 $. Et donc, vous voulez nous protéger de quoi? Mais tuez-nous déjà au lieu de faire dans cette hypocrisie internationale qui veut qu'on mette des masques à des gens qui meurent. Des gens meurent avec leurs masques. Les gens meurent avec vos couvre-feux qui ne veulent rien dire. Vous voulez nous protéger de quoi? Le problème du Gabon, c'est que la mort est déjà au Gabon. La mort a déjà rendez-vous avec le Gabon. Et vous venez mettre une politique sanitaire qui est tout simplement une hypocrisie humanitaire. Donc, la première dame, et j'en conclus, la première dame est responsable de cette hypocrisie. Elle a fait nommer des gens à tous les secteurs, dont les secteurs de la lutte contre la COVID-19, dont le secteur de la santé, dont le but tout simplement d'empêcher les gens de se révolter, d'empêcher les gens de prendre conscience. Tout le secteur informel de l'économie s'est effondré. La plupart des commerçants de nos frères et sœurs étrangers veulent quitter déjà le Gabon parce qu'ils ne font plus d'affaires. Je dis bien sûr qu'il faut une santé responsable au Gabon, mais il faut être logique. Alors, je voudrais pointer 2 invraisemblances de cette première dame. Elle fait nommer son ami, le ministre de la Santé, au poste qui est le sien. On ne voit pas vraiment une explosion de cette maladie du moment au Gabon, et pourtant, toute l'économie s'est arrêtée, l'économie informelle, les déplacements des gens, les tests, la répression policière, les bastonnades, les amendes qui ne s'expliquent pas. Ça, c'est la responsabilité de cette première dame, c'est elle qui est derrière tout ça. Et ensuite, vous avez vu, comme moi ces derniers temps, que cette première dame est allée inaugurer une école des enfants de la secte militaire qu'on appelle la Garde républicaine. Cette école est maintenant baptisée de son nom, Sylvia Bongo, école du béret vert. Elle avait déjà créé une école d'élite internationale, multilingue, qu'on appelle le ruban vert, dans laquelle d'ailleurs sont allés mes enfants. Enfin, ils en avaient le droit. Mais que ce soit le ruban vert ou le béret vert, Sylvia Bongo nous renvoie toujours à des symboliques maléfiques. Parce que quand on dit ruban vert ou béret vert, on renvoie toujours à des symboliques liées à des animaux ou à des insectes comme les menthes religieuses, comme je ne sais quel animal, qui sont là pour tuer. La menthe religieuse, quand elle s'approche d'un mâle, elle s'approche pour copuler, pardonnez-moi l'expression, avec son mâle, et dans cette copulation, elle le tue, elle l'élimine. Le ruban vert, en réalité, derrière ce nom occulte, c'est la réalité de la mort qui est cachée. Et c'est pour ça que je compare la première dame Sylvia Bongo à une menthe religieuse qui est venue pour tuer les Gabonais. Elle n'est pas venue pour les aider. Et tout le reste n'est qu'une hypocrisie humanitaire, y compris la politique sanitaire. Bien, merci, Monsieur Bruno Ben Mobamba. Vous êtes plus connu sur le prénom de Imhotep, Imhotep Bruno Ben Mobamba. Vous êtes ancien vice-premier ministre de la République gabonaise. Vous êtes aussi un philosophe. Et nous vous recevons sur Afrique 2050 et sur la radio et télévision d'Enigma émettant depuis les États-Unis. Alors, parlons maintenant du peuple gabonais. Il semblerait que ce peuple serait envoûté par un régime agonisant. Alors, ma question est la suivante, Monsieur Bruno Ben Mobamba, Monsieur Imhotep Bruno Ben Mobamba. Est-ce que vos compatriotes sont-ils trop passifs face à ce régime agonisant?
Docteur Jean-Aimé Moketou, merci de me poser cette question et je vais en profiter pour me livrer à un petit exercice pédagogique. Sur un plan purement mythologique et symbolique, le Gabon, c'est à peu près 3 plaques tectoniques électorales et, on pourrait dire, anthropologiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez le bloc sud-ouest qui votait largement l'opposant historique Pierre Mamboulou. On peut dire que dans ce territoire, il y a des qualités et des défauts. Et le défaut de ce territoire, la qualité, c'est principalement l'humanisme. Et le grand défaut là-bas, c'est la jalousie entre les frères, les sœurs, les gens qui viennent de ce territoire qu'on appelle le Nyangou ou le sud-ouest et qu'on appelle dans les langues locales le Ngusu, c'est-à-dire la jalousie. Je suis en train de vous expliquer pourquoi le peuple gabonais est passif. Ensuite, vous avez la plaque nord du pays, qu'on pourrait appeler le pays Ngon. Ngon, comme on aime dire. Cette plaque tectonique du peuple gabonais, de la nation bantoue du Gabon, est caractérisée aussi par une grande qualité, qu'on appelle la solidarité. Mais il y a un défaut. Derrière chaque défaut ou derrière chaque qualité se cache un défaut et vice-versa. Et le défaut de nos frères et sœurs de cette plaque tectonique, c'est, comment dire ça, derrière la solidarité se cache une autre tête du démon gabonais qu'on appelle, on va appeler ça le Mouadzan. Le Mouadzan, ça veut dire entre nous, on est entre nous-mêmes. Les autres passent après. Ça s'appelle le Mouadzan. Entre nous, le nous-mêmes. Ça, c'est un démon qui possède, donc le premier démon qui possède le corps de la nation bantoue du Gabon, c'est la jalousie, le Ngusu, dans le sud-ouest. Ensuite, vous avez le Mouadzan, le nous-mêmes, des autres après. Ça, c'est un peu le défaut de la plaque tectonique du Nord qui votait à l'époque Omar Bongo et qui a voté à partir de 2009 l'opposant André Baobam et qui se cherche aujourd'hui. Enfin, vous avez la plaque tectonique de l'Est, du Sud-Est, qui est possédée par une sorte de démon qu'on appelle le Nchama ou le Nkama. Le Nchama, c'est-à-dire une forme de vice, une forme de lubricité violente, malveillante, parce que derrière la qualité de la solidarité du Nord ou de l'humanisme du Sud-Ouest, il y a ce côté aussi au Sud-Est, il y a une qualité qu'on peut appeler une grandeur d'âme, mais derrière cette grandeur d'âme, il y a un défaut qu'on appelle le Nchama, c'est-à-dire c'est un démon de la lubricité. Cette lubricité, ce manque de moralisme-là, emmène à poser des actes comme on a vu avec l'ancienne première dame, Madame Joséphine Nkama, que je surnomme parfois Joséphine Nkama Sutra. Elle, c'est un démon qui pousse la plaque tectonique du Sud-Est à se replier sur elle-même, à se nourrir d'elle-même, à polluer spirituellement l'énergie du Gabon à travers des idées démoniaques et qui d'ailleurs qu'on appelle chez les Nigérians les Ogou. Et vous savez que le fleuve sacré du Gabon c'est l'Ogoué. Ogoué, c'est pas un nom bantou, c'est un nom nigérian, des Igbo du Nigeria. Et les Igbo, ce sont eux qui sont à l'origine même d'une Djobi, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas un rite bantou, c'est un rite des Akans du Nigeria. Et donc, les Ogou sont comme des idées démoniaques qui remontent le fleuve de l'Ogoué, parce que l'Ogoué, ça veut dire Igwe. Igwe, c'est un terme nigérian, Igbo, pour renvoyer à un démon qu'on adore au Nigeria et que les Grecs appellent Poséidon, une sorte de démon. Donc le corps de la nation gabonaise est comme possédé par une sorte de monstre à 3 têtes. Donc les Gabonais ne se révoltent pas parce que les 3 têtes se combattent en même temps. Elles font partie des mêmes corps, mais elles se combattent.
sans se l'avouer. Le Sud-Est, vous avez entendu M. Oiba, un soi-disant cousin d'Ali Bongo, dire l'autre jour que le Haut-Ogooué, c'est le Haut-Ogooué, l'Est, c'est l'Est, personne n'a à venir ici. Et vous avez aussi, dans le Nord, vous avez des néo-opposants comme des Mésos qui ont dit nous-mêmes, nous-mêmes. Et vous avez aussi, dans le Sud-Ouest, ce défaut de la jalousie qui a dit mais pourquoi Mambundu et pourquoi pas moi? Et qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Et puis Moubamba, c'est qui? Ça, c'est ce qu'on appelle le Ngoussou du Sud-Ouest. Donc, le peuple est possédé. Le Gabon ne peut être libéré que quand il sera libéré des idées démoniaques qui possèdent le corps de la nation. Vous pouvez venir parler de la démocratie, qui est un terme grec. Vous pouvez venir raconter tout ce que vous voulez. Ali Bongo ceci, Sylvia Bongo cela, le PDG ceci. Mais si nous ne nous débarrassons pas des idées démoniaques, l'ignorance et le mal qui sont entretenus dans notre pays depuis plus de 50 ans, nous n'allons jamais être libérés. Donc le chemin que je propose est simple. C'est que la lumière de la vérité, la lumière de la justice et de la vérité puisse illuminer, la lumière de Dieu puisse illuminer le corps de la nation. Quand cette lumière aura illuminé les gens du Nord, les gens du Sud-Est, les gens du Sud-Ouest, les Gabonais ne seront plus passifs. Les Gabonais cesseront de suivre des distractions. Ils vont se concentrer sur eux-mêmes, sur leur purification personnelle, et ils commenceront ainsi la purification de la nation gabonaise, parce que non seulement nous sommes le pays le plus riche d'Afrique, d'après la Banque mondiale, mais si nous ne profitons pas de nos richesses, ce n'est pas d'abord la faute des Indiens, des Français, ce n'est pas d'abord la faute des Américains ou la faute des Béninois ou des Dahoméens, c'est Dieu qui nous empêche de profiter de nos richesses parce que nous sommes sales spirituellement. Nous avons des imperfections spirituelles et c'est ce qui détruit notre nation. Et moi, je répète depuis 15 ans maintenant qu'il faut se libérer des idées démoniaques qui possèdent le corps de la nation gabonaise. C'est ainsi que Ali Bongo et les autres, Sylvia Bongo, qui ne sont que des excroissances du mal qui ronge le Gabon, c'est ainsi que nous serons libérés de cela. Mais tant que nous continuerons à faire dans l'égocentrisme, la saleté, les imperfections, les karmas maléfiques, eh bien, notre pays ne peut pas évoluer. Donc, le Gabon est bloqué parce que nous sommes dans la saleté spirituelle. Et ce que je propose, c'est un chemin de purification, de libération, non seulement spirituelle, mais également psychologique et de libération physique des Gabonais. Bien. Alors, parlons maintenant de, comment dirais-je, la militarisation du pouvoir dans votre pays par ce qu'on appelle la promotion de forces de défense et de sécurité dont le but est de mater la population gabonaise. Votre réaction? Vous savez, docteur Jean-Aimé Moketou, ce qu'on appelle le terme militaire, il faut d'abord revenir à son sens étymologique, c'est-à-dire latin. Militaire, ça vient du terme latin militerae, c'est-à-dire les milices qui envahissent la terre. Ce qu'on appelle des entités militarisées de la terreur. Et c'est pour ça qu'on dit que les milices sont comparables à des chats. Et vous savez, si vous avez eu des chats, chaque chat se comporte selon la couleur de sa robe. Si vous avez un chat noir, il se comporte comme un chat noir. Si vous avez un chat blanc, il se comporte comme un chat blanc. Si vous avez un chat tigré, il se comporte comme un chat tigré, exactement comme les militaires. Les militaires se comportent selon la couleur de leur uniforme. Si vous avez les bérets rouges, ils ont la permission de verser le sang. Si vous avez les bérets noirs, ils ont des opérations spéciales. Si vous avez la police bleue, ils font du maintien de l'ordre. Si vous avez maintenant la garde républicaine, suivant qu'ils ont le béret vert, suivant qu'ils ont la couleur noire et blanche,
ou la couleur rouge, il se comporte selon le sens de cette couleur. Donc, Ali Bongo a été ministre de la Défense pour le préparer à s'emparer par la force du pouvoir. Donc, il s'est fait par les forces de défense et de sécurité. Et tout son pouvoir est aujourd'hui de plus en plus militarisé. C'est-à-dire que c'est un pouvoir démoniaque, c'est un pouvoir de panthère. Et c'est pour ça qu'ils ont créé cet ordre ésotérique militarisé qu'on appelle l'ordre de la panthère noire, c'est-à-dire celui qui a la permission de tuer. Vous savez, moi, en 2016, j'étais là lorsqu'il y a eu tous ces massacres, toutes ces tueries. J'ai été témoin de ça. J'ai traversé une ville en feu le 31 août 2009. J'ai constaté les dégâts de la garde républicaine. J'ai moi-même été au cœur de tous ces événements. C'est parce que je les ai vus que j'ai pris des décisions qui sont les miennes et l'histoire me jugera, à mon avis, pas aussi sévèrement que l'on m'a jugé ces dernières années. Mais la militarisation du pouvoir gabonais est condamnable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on forme des enfants au Prytanée militaire, une école militaire d'élite, où on met déjà des enfants, on les transforme en chats, on leur apprend à considérer les Gabonais comme des souris, comme des rats, comme des musaraignes. C'est-à-dire qu'un chat, quand il vient, il se jette sur la souris, sur le rat, il le tue, il le bouffe, il l'étrangle. Et c'est comme ça, non seulement qu'on prépare les enfants du Prytanée militaire, les recrues qu'on recrute, y compris les mercenaires, c'est également ainsi qu'on prépare maintenant les enfants de la garde républicaine, qu'on appelle aussi la secte militaire de la GR. Sylvia Bongo a maintenant donné son nom à une école des bérets verts, c'est-à-dire de la garde républicaine, où ils vont aller à l'école, mais ce qui entraînera d'ailleurs les membres de la garde républicaine à être encore plus dans la répression quand il le faudra. C'est ce qui se cache derrière cette militarisation. Vous avez vu les exploitants gabonais dans le pays qui essaient d'exploiter l'or. Eh bien, les entités militarisées de la terreur qui possèdent le corps de la nation, ils ne font pas de quartier, ils tuent, ils frappent, ils menacent, ils détruisent, ils cassent. C'est le seul langage. La force, la force, la force et la force. Comme quand Ali Bongo, que j'ai connu, a considéré en 2016 que les manifestations civiles étaient presque des manifestants civils devaient être traités avec l'énergie qu'on devrait déployer contre une armée étrangère qui envahit le pays. On a envoyé contre des civils des gens qui étaient surarmés. On a envoyé des chats affamés attaquer les gens comme s'ils étaient des rats, des souris, des musaraignes qu'il fallait tout simplement blesser avec les griffes, manger avec les crocs, détruire. Et c'est ici qu'il faut vraiment, moi je le dis de manière très claire, docteur Mouketou, la garde républicaine qui bénéficie maintenant d'une école des bérets verts, c'est une succursale de la base militaire française du camp de Gaulle. Ça, je n'ai pas peur de le dire. La plupart des instructeurs étaient français jusqu'à une époque qui n'est pas si reculée. Et c'est ici que moi je dis clairement qu'il y a une contradiction entre le soutien à un régime de la terreur comme le régime qui est au Gabon, non pas depuis Ali Bongo, mais depuis Albert Bernard Bongo, Omar Bongo Ondimba. Un pouvoir qui n'a tenu que grâce aux interventions militaires françaises, notamment dans les années 90. Il faut donc que la France mette en conformité le discours du président Emmanuel Macron il y a quelques jours au sommet Afrique-France de Montpellier avec la réalité gabonaise. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des proclamations de bonnes intentions du président français à Montpellier récemment devant la jeunesse africaine. Non, la jeunesse ouest-africaine. Et on se demande bien pourquoi. Parce que moi, à Montpellier, je n'ai pas vu la jeunesse de l'Afrique centrale. Il y a donc une incongruité à considérer que on peut faire des déclarations de l'Afrique 2030 tout en se taisant sur le cas du Gabon, où il n'y a plus de président à la manœuvre, où une première dame franco-marocaine est en train de diriger un État de manière illégale,
sans qu'on ne prenne les décisions nécessaires. Ça, c'est inacceptable. Et moi, je profite de votre antenne pour dire que cela n'est plus acceptable. La militarisation du Gabon n'est possible que parce qu'il y a le parapluie militaire français et parce qu'il y a aussi le soutien de la garde républicaine par des instructeurs français. Et il faut tirer toutes les leçons de tout cela. Bien. Merci, Monsieur Imhotep Bruno Ben Mobamba. Alors, restons un peu sur votre première dame, Sylvia Bongo. Parlons un peu toujours du pouvoir hein, que cette première dame est en train de voir et qu'elle est en train d'imposer. En parlant de votre opposition, de façon générale, beaucoup disent que l'opposition gabonaise est muette, même si on sait que il y a le président Jean Ping qui s'exprime de temps en temps pour dénoncer les maux qui minent votre pays. Alors, la question que je voudrais vous poser est la suivante, vraiment une question très simple. Hein. Alors, le pouvoir de votre première dame, Sylvia Bongo, s'impose-t-il à toute la classe politique de l'opposition gabonaise qui serait muette? Bon, moi je me réjouis, docteur Jean-Aimé Moketou, que vous ayez constaté avec moi le silence assourdissant, non seulement de l'opposition gabonaise face au pouvoir de la première dame, même si récemment, moi je me réjouis qu'une partie de la société civile ait condamné les ambitions de la première dame d'origine franco-marocaine et du ministre des Eaux et Forêts d'origine britannique, la volonté de ces deux acteurs de vendre des territoires entiers aux multinationales, notamment dans le sud-ouest. J'ai vu des communiqués de Brent Forest, de la diaspora et de la société civile gabonaise condamnant ce projet et je m'en réjouis. C'est une manière de briser le silence assourdissant de la société civile. Mais pour en revenir à l'opposition, moi je crois que derrière votre question, il y a l'affaire du dialogue politique d'Angondjé de 2017, dialogue au cours duquel on a changé la Constitution. Moi, je n'étais pas pour ça. On a changé la Constitution et on a donné des pouvoirs hyper présidentiels, carrément d'empereur, à l'institution du président de la République. Ceux qui ont été derrière la manœuvre, ils ont été récompensés par des postes. Et ceux qui n'étaient pas d'accord sont sortis du gouvernement, comme moi d'ailleurs. Ce n'est pas la principale raison. La principale raison, c'est mon opposition aux emprunts épouvantables au Fonds monétaire international, ce qu'on appelle le plan de relance économique. Mais j'étais aussi de ceux qui, au dialogue, n'étaient pas d'accord avec les réformes de la Constitution qui donnaient des pouvoirs illimités à Ali Bongo et qui faisaient du Gabon un régime où le Premier ministre n'est plus, pardonnez-moi l'expression, que de la merde. Il ne vaut plus rien, le Premier ministre, après les accords d'Angondjé. C'est un directeur de cabinet. C'est même un conseiller du président. Désormais, le président du Gabon, après les réformes constitutionnelles, est un roi. C'est un dieu vivant. Il n'y a plus de pouvoir subsidiaire entre lui et la population et les institutions et le Parlement. C'est lui qui décide de tout. Voilà pourquoi vous avez vu des votes au Parlement où les parlementaires sont au garde à vous pour voter des bêtises. Donc, le silence de l'opposition gabonaise vient d'abord du fait qu'un certain nombre d'opposants, que je ne veux pas citer ici, ils se reconnaîtront eux-mêmes, non seulement ils ont donné des pouvoirs élargis en complicité avec le parti dictatorial du Gabon, qu'on appelle le Parti démocratique gabonais, ils ont donné les pleins pouvoirs. Je pèse mes mots, docteur Moketou. Ils ont donné les pleins pouvoirs au président. Et comment ont-ils été récompensés? Mais leurs enfants sont rentrés au gouvernement. Leurs enfants sont rentrés au gouvernement. Et ils y sont toujours. Vous les connaissez.
D'autres ont hérité de postes dans les institutions constitutionnelles, après avoir donné les pleins pouvoirs au président de la République. C'était un coup d'État déjà, le dialogue d'Angondé. Moi, je suis heureux d'avoir été un témoin de tout cela. Et je n'étais tellement pas d'accord qu'il y a eu une alliance. Il y a eu une alliance globale entre l'opposition et le pouvoir pour dire Moubamba, il faut le désactiver. Il faut lui couper la tête. On doit le tuer à tous les niveaux, politiquement, physiquement, spirituellement. Et je sais comment ça s'est décidé. Mais Dieu merci, comme Dieu est avec moi, j'ai survécu à tout cela pour leur grand malheur. Et ça, l'histoire le prouvera et le démontrera. Avançons seulement, comme on dit au Gabon. Maintenant, je veux conclure. Le silence de l'opposition gabonaise vient des accords d'Angondé qui ont donné les pleins pouvoirs à Ali Bongo et qui ont récompensé l'opposition reconnue par la population comme étant l'opposition qui compte. On leur a donné des postes, bon, ils sont contents, d'autres ont perdu leur poste en temps, mais leurs enfants sont toujours au sein du pouvoir. Quant à la galaxie du président Jean Ping, bon, comme vous le savez, la plupart des piliers de la CNR soutenant Jean Ping sont allés en prison. D'autres sont sortis de là brisés, d'autres sont sortis de là moins brisés que d'autres, et d'autres encore sont toujours en prison. Après 2016, quasiment 5 ans après. Donc, cela ne peut pas donner du courage, parce qu'aujourd'hui, au fond, dans l'essence profonde du pouvoir, il n'y a plus de président à la tête du pays, même légalement. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Le seul pouvoir qui leur reste, c'est le pouvoir de la détention. Arrêter les gens, torturer les gens, humilier les gens. C'est ce qu'ils voulaient me faire. Sauf que moi, ils m'ont jamais mis la main dessus. Et ils ne mourront jamais. La dernière personne au Gabon qui a voulu m'envoyer en prison s'appelait la procureure Sidonie Oué-Flore, qui s'est présentée un temps en 2011 comme la nièce de l'opposant historique Pierre Mamondou. Elle m'a convoqué dans son tribunal. Elle avait déjà préparé la DGR et les voitures qui devaient m'emmener à Gros Bouquet en 2015 pour passer 6 mois en prison étaient déjà dehors. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi, je suis un enfant bien né. Ma mère n'est pas n'importe qui. Et mes parents, moi, je connais les noms de mes parents au moins sur 3 ou 4 générations dans la Nyanga. Et vous ne pouvez rien me faire. Il n'y a pas plus légitime que moi, entre vous et moi, que moi. Parce que moi, je sais qui je suis et je sais aussi qui vous êtes. Quand vous êtes des moitiés gabonais, des moitiés bantous, vous allez faire quoi à un enfant qui est bantou depuis 3, 4, 5 et de nombreuses générations? On se connaît, on vous connaît, chante une ancienne première dame. Vous ne pouvez rien me faire. Ça, je vous parle clairement les yeux dans les yeux. Donc, l'atonie de l'opposition gabonaise vient des accords secrets, des accords de l'ombre, des accords entre guillemets issus d'Angondé, et puis aussi du pouvoir de la détention sur notamment les troupes du président Jean Ping d'un côté, et puis les accords qui ont été faits pour pouvoir donner les pleins pouvoirs à Ali Bongo contre des postes. Et cela n'a que trop duré, trop c'est trop. Quelque chose doit se passer au Gabon, il faut arrêter ça. Ça a trop duré, France ou pas France, armée, base militaire française ou pas base militaire, intérêt d'Areva ou de Total ou tout ce qu'on veut, mais à un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Sinon, on va tous disparaître ou ça va durer jusqu'à la fin du monde. Nous ne devons plus être un peuple de peureux, un peuple qui a peur. Il faut déjà nous débarrasser nous-mêmes des idées démoniaques qui empêchent le peuple de se lever. Ensuite, il faut agir et agir ensemble. Tous unis dans la différence, nous pouvons renverser un système génocidaire. D'accord. Bien. Merci, M. Mugamba. Alors, un autre sujet, il y a vos compatriotes, je crois que je vous ai entendu utiliser aussi ces mots comme ces Gabonais d'adoption qui sont en train de prendre le pouvoir au détriment des Gabonais de souche ou bien du terroir. On vous parle, vous avez cité le cas de votre première dame, vous avez cité le cas de
du ministre, je crois, de l'Environnement, qui est d'origine anglaise, Des eaux et forêts. et qui est en train, voilà, qui est en train de, je reprends vos mots, en train de brader donc les territoires et les ressources naturelles de votre pays. Et Monsieur Moubamba, c'est dans ce contexte que votre pays, le Gabon, annonce son retour dans ce qu'on appelle l'initiative de transparence dans des industries extractives. Votre réaction? Alors, est-ce qu'on peut parler de moquerie dans tout ça? Bon, premièrement, moi je suis d'accord avec le code de nationalité qui accepte les adoptions, qui accepte les naturalisations. Ça, c'est normal. Je reconnais aussi que tout Gabonais est Gabonais. Mais il y a des limites à cela. Tout Gabonais ne peut être Gabonais que s'il y a une égalité devant la loi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'égalité devant la loi en ce qui concerne la citoyenneté. On constate que les Gabonais de souche bantou plus précisément, parce que les Bantous sont une civilisation qui est notamment présente sur le territoire du Gabon, mais qui va jusqu'en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on constate que si vous êtes un enfant de ce pays depuis plusieurs générations, vous êtes combattu. On constate également que derrière la dictature du moment sanitaire et tout ce qu'on veut, d'ailleurs, je salue le fait que ceux qui sabotaient votre émission aient commencé à arrêter de la saboter. Je vois qu'elle marche maintenant, ça se stabilise parce que vous avez compris que vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez pas m'empêcher de m'exprimer. Je ne parle pas de vous, vous me donnez le micro, mais je parle de tous ces agités qui croient que en empêchant les gens de parler, ils vont empêcher l'émergence d'une idée dont le temps est venu, c'est-à-dire l'enrichissement des populations bantoues, l'enrichissement des populations gabonaises. C'est pas normal cette misère et cette pauvreté, il faut que ça s'arrête. Donc sur la nationalité, bon, écoutez, tout le monde connaît la nationalité douteuse du président Ali Bongo. Il est gabonais, je ne reviendrai pas sur tout. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous qualifie comme étant quelqu'un d'homme politique xénophobe, comme on le fait avec Monsieur Éric Zemmour, en utilisant ces expressions de Gabonais de souche, Gabonais d'adoption? Non, premièrement, j'ai dit que tout Gabonais est Gabonais. Ensuite, j'ai dit qu'il est normal qu'on devienne Gabonais par naturalisation, par acquisition de la nationalité, par adoption. Je n'ai pas nié cela. Et je ne nie pas la nationalité gabonaise des gens. Je condamne la stigmatisation des Bantous du Gabon. Toute région du Gabon confondue. Si vous êtes un Gabonais de souche, si vous êtes un Bantou, vous êtes écarté. Et c'est la raison principale qui fait que des gens comme moi, ou peut-être comme vous, nous sommes combattus. Parce que nous connaissons... Écartés par qui? Mais nous sommes écartés par ceux qui ont programmé de faire disparaître les Bantous du Gabon. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une, pardonnez-moi l'expression, entre guillemets, une extermination lente et progressive des Bantous du Gabon. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait premièrement au moment des indépendances, en favorisant, c'est vrai, on n'était pas très peuplé, on a d'abord vidé les villages. On a détruit l'identité on n'a pas développé les villages parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. On a fait venir les gens des villages, on les a déracinés, ils sont venus dans les bidonvilles, ils ont quitté leur village, ils ont perdu leur identité, ils ont fait des enfants qui n'ont plus d'identité parce qu'ils sont agglutinés dans les bidonvilles à Libreville, à Port-Gentil. La plupart des enfants de ce pays, à part peut-être les enfants du Nord, ne parlent plus leur langue. Les gens du Sud-Ouest ne parlent plus leur langue. Moi-même qui vous parle, j'ai dû réapprendre ma propre langue en lisant la Bible en Bapounou, qui est ma langue traditionnelle. Je me suis procuré une Bible chez les protestants et c'est comme ça qu'en lisant cette Bible, ma langue maternelle m'est revenue. Mais nous qui sommes nés à Libreville, nous avons perdu notre culture et nous sommes en train de mourir culturellement. Ensuite, nous n'avons pas de travail. Et les jeunes hommes gabonais, ce qu'on appelle les mâles, c'est-à-dire ceux qui ont des phallus, ceux qu'on dit en Égypte qui ont des obélisques,
c'est-à-dire des antennes pour reproduire la vie. Aujourd'hui, n'ayant pas de travail, ils ne peuvent pas se marier. Ils sont obligés de faire des enfants par-ci, par-là, au-delà de quelques conquêtes. Les enfants gabonais naissent sans père. Mais qu'est-ce que vous voulez donner comme repère à une génération d'enfants qui n'a pas de père, qui est élevée uniquement par les mères? Et aujourd'hui, on a une promotion aussi de la femme putride au Gabon, c'est-à-dire la femme qui ne sait plus faire des champs, la femme qui ne sait plus aller à la pêche, la femme qui ne sait plus cuisiner, la femme qui ne sait plus débrousser une plantation parce qu'elle a grandi en ville, parce qu'il lui faut juste un sac de riz, parce qu'il suffit qu'elle aille faire un peu de prostitution, montrer ses seins, montrer ses fesses. Eh bien, on n'a plus de femmes matricielles, c'est-à-dire des femmes qui ont un caractère de mère et qui protègent donc leurs enfants, leur descendance, et qui sont en même temps en partenariat avec des hommes fiers, des hommes qui ont des lances, des hommes qui ont des saguets, des hommes qui sont des protecteurs de territoire, des hommes qui sont des pères, alors qu'aujourd'hui, on féminise l'homme, on détruit la virilité de l'homme gabonais. Pour faire quoi? Pour faire venir nos frères ouest-africains, libanais, chinois. Ce sont ceux-là. Maintenant, oui, je suis pour le métissage. Je n'ai rien contre le métissage. Mais nous devons protéger notre identité culturelle. Si nous ne protégeons pas l'utérus et la matrice de nos femmes, si nous ne protégeons pas nos femmes, nous perdons le contrôle de notre pays. Et si aujourd'hui, les Lee White, les Sylvia Bongo, les Daouda à l'éducation nationale, les Michael Moussa à la défense nationale et bien d'autres qui occupent des fonctions très élevées, y compris au cabinet du président de la République, si maintenant ce sont les Gabonais de hier, comme on dit, d'adoption, qui prennent toutes les décisions, qui ont le contrôle sur notre pays, nous n'aurons pas 10 ans en tant que Bantous pour disparaître. Et donc, moi, j'attire l'attention des Bantous du Gabon. Vous êtes en train de disparaître et vous n'êtes même pas en train de vous battre. Vous êtes dans la distraction. Maintenant, il faut une forme de révolution culturelle pour que le Gabon continue d'être un pays ouvert au monde, ouvert, mais pas un pays où les étrangers viennent faire la loi. Vous ne pouvez pas faire la loi aux Émirats arabes unis alors même que c'est un pays qui accueille des millions d'étrangers. Ils sont plus nombreux que les Émiratis, mais les maîtres des Émirats arabes unis, ce sont les Émiratis. Ce n'est pas les Anglais, ce n'est pas les Français. C'est pas... Tout le monde va à Dubaï, mais ce n'est pas les étrangers qui commandent. Ils viennent faire des affaires, ils gagnent de l'argent, mais ce n'est pas eux qui commandent, qui dirigent les Émiratis. Et ce qu'Ali Bongo est en train de nous faire, parce que lui-même il a une nationalité douteuse, c'est la destruction du Gabon pour pouvoir faire le grand remplacement de ces populations. Moi, je me lève contre ça. Et il y a des gens au Gabon qui soutiennent ça. Il y a des gens qui soutiennent ça au nord, au sud-ouest et au sud-est. C'est inacceptable et ça ne sera pas accepté. Vous étiez même prêt à faire de Brice Lacruche Alianga un président du Gabon. Vous étiez en train de faire des remontadas, vous étiez en train de le porter au nu, ce Brice Lacruche Alianga. Je regrette qu'ils soient en prison. Mais ceux qui l'ont porté au nu pour en faire un président de la République, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer aujourd'hui. Mais ça démontre que les Bantous du Gabon doivent ouvrir les yeux et commencer leur révolution culturelle. Bien. Merci, M. Moubamba. Parlons un peu des grèves dans les administrations de votre pays. On nous laisse entendre que la société gabonaise semble être au bord de l'explosion dans l'éducation nationale, dans les impôts, à la douane, même au ministère de la Défense et de la Sécurité. Alors, quel est votre commentaire par rapport à ce sujet? Nous savons qu'au ministère de la Défense, la plupart des membres des forces et de défense et de sécurité ne sont pas d'accord avec la politique sanitaire mise en place. Et ça doit être entendu. Et moi, je dis aux forces de défense et de sécurité que dans ce contexte, je les soutiens. Ils connaissent ma position. Elle est claire, elle n'est pas secrète et j'ai le droit de l'assumer au nom de la démocratie et je demande que la liberté d'opinion soit respectée. En ce qui concerne maintenant le mouvement des impôts, des douanes et tout,
vous le savez, le ministère de l'économie et des finances, c'est n'importe quoi. Pardonnez-moi l'expression. J'étais au gouvernement. Je sais de quoi je parle. C'est une vache à lait, c'est tout. C'est un endroit où on gère les choses avec des méthodes d'un autre âge. Vous savez que toute la richesse d'un pays, hein, elle rentre par le ministère de l'économie. Ça ne rentre pas par le budget. Le budget est là pour dépenser. Mais l'économie est là pour faire rentrer les richesses. Mais je peux vous dire que la manière dont les richesses rentrent au Gabon, personne ne le sait. C'est une affaire entre le président de la République, le ministre de l'économie, le directeur général du budget. Vous voyez que tout ça, c'est entre copains, entre coquins, entre membres, soi-disant, d'une même famille, entre membres d'une même mafia. Chaque conteneur qui rentre au Gabon, et là j'en viens aux douanes, vous devez savoir que chaque conteneur qui rentre au Gabon, s'il y a 1 euro à se partager, le président de la République prend sa part, le ministre de l'économie prend sa part, les quelques copains membres d'une même famille se partagent une partie de ce que rapporte le conteneur. Donc, l'administration des douanes, elle n'est là que pour faire de la figuration. Surtout qu'avant, les douaniers pouvaient prendre un peu pour eux, mettre dans la poche. Mais aujourd'hui, avec la première dame Sylvia Bongo et toute sa mafia, tous ses réseaux, c'est-à-dire que même les sources d'enrichissement illicites, hein, au sein des douanes ou des impôts, ont été asséchées pour attirer tous les fonds vers la galaxie Sylvia Bongo Valentin. On ne sait pas si elle partage encore avec les autres, mais la manière dont le dictateur Omar Bongo avait organisé la corruption au Gabon, c'est que il disait le mouton, c'était un de ses proverbes, le mouton broute là où il est attaché. C'est-à-dire qu'il nous considérait comme des moutons, et quand il vous attachait aux impôts, à la douane, à l'éducation nationale, à l'habitat, il vous avait déjà informé que tu dois aller à cette place-là comme un mouton. C'est-à-dire, je peux te manger à n'importe quel moment, mais si tu ne m'embêtes pas, tu peux manger autant que tu veux, mais tu es attaché. Le mouton broute là où il est attaché. Donc aujourd'hui, à la douane et aux impôts, on a le problème de cette corruption qui se poursuit, mais qui est désormais, comme dans les mines, limitée seulement au cercle de la première dame et à ceux qui peuvent profiter un peu. Tout le reste, vous êtes sous haute surveillance, vous n'avez pas le droit de manger comme des moutons, qu'on appelle aussi, dans le langage populaire du Gabon, comme des manjango, parce que le manjango, ça veut dire celui qui mange là où il est attaché, comme un mouton. Il mange, il mange, il mange, il broute. Donc, le pays est au bord de l'explosion parce que les sources de récupération des finances, un peu par-ci, par-là, qu'Omar Bongo avait mis en place, sont asséchées. Mais elles ne sont pas asséchées pour le bien-être des gens, pour le bien-être de la population, elles sont asséchées pour aller profiter uniquement au nouveau clan Bongo qui est en train de se mettre en place. Parce qu'il y a eu les Bongo, comme les Bongo Martin, Félix Bongo, il y a aussi les Bongo Ondimba, comme Pascaline Bongo Ondimba, il y a aussi les Bongo Sassou, comme Junior Bongo Sassou, il y a aussi maintenant les Bongo Valentin, qui veulent maintenant s'accaparer de tout et distribuer des petites prébendes par-ci par-là à ceux qui sont sages. Quant à ceux qui parlent comme moi, ceux-là, ils doivent peut-être être exécutés. Mais si on n'arrive pas à les exécuter, ben, on va au moins les censurer, les faire passer pour des fous, les ridiculiser sur les réseaux sociaux, mais ça aussi, ça ne peut pas marcher. En tout cas, les jours du système Bongo sont comptés, que ce soit les Bongo, Bongo Ondimba, Bongo Sassou, Bongo Valentin, le temps des Bongo est terminé parce que le pays est au bord de l'explosion. C'est comme si de l'essence avait été répandue dans tout le pays et il ne manque que l'allumette pour allumer le feu. Alors moi je dis au pouvoir gabonais, vous avez un pouvoir militarisé, mais faites très attention à vous. Faites très très attention. Vous n'êtes pas plus fort que Kadhafi. Vous n'êtes pas plus fort que Saddam Hussein. Ne vous croyez pas plus fort que tous ces pouvoirs qui devaient durer 1000 ans. Regardez Alpha Condé en Guinée-Conakry, que vous avez aidé. Moi, je l'ai connu, Alpha Condé, quand il était en exil à Paris.
il était surpuissant, mais il est parti. Et vous allez partir, vous aussi. Je dis que le temps des Bongo est terminé. Quelle que soit la puissance de vos armes et de vos entités militarisées de la terreur, ce n'est plus votre temps. Parce que vous représentez le temps des ténèbres, le temps de la lune, le temps des eaux, des pouvoirs sortis des eaux. Cette époque est révolue. Maintenant, c'est le temps du soleil, c'est le temps de la lumière, c'est le temps du feu, c'est le temps de la chaleur. Ce n'est plus le temps du gel, le temps du froid. Voilà pourquoi, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, je vous dis que quand les Gabonais vont se débarrasser de leurs idées démoniaques, vous allez partir. Là, vous avez la chance parce que les gens suivent encore les idées démoniaques. Le tribalisme, le régionalisme, la bêtise, les rumeurs, le Congossa, les superstitions, les fausses prophéties. Mais quand les Gabonais vont arrêter de croire à ça, et moi je fais un travail pour que ça s'arrête par mes interventions, vous allez partir. Bien. Le système Bongo est terminé. Bien. Merci, M. Mugamba. Alors, deux derniers sujets avant votre mot de la fin. Je voudrais avoir votre réaction sur l'adhésion de votre pays au Commonwealth. On parle des experts de cette instance internationale qui s'est journée plusieurs fois dans votre pays. On parle de deux missions de ces experts. Alors, la question que je voulais poser, est-ce que vous confirmez par rapport à ce qui circule que ce sont des manœuvres encore de votre première dame, Sylvia Bongo? Écoutez, le président Omar Bongo Ondimba, le défunt président qui a régné de 1967 à 2009, était un produit de ce qu'on appelle la France-Afrique, de la cellule africaine de l'Élysée avec Jacques Foccart. Tout le monde le sait. Mais je peux vous dire un secret. Il y a une romancière franco-africaine qui un jour m'a révélé un secret. Je ne vais pas la citer. Mais elle m'a dit qu'à la fin de sa vie, elle est allée trouver Omar Bongo. Omar Bongo lui a dit « J'ai tout donné à la France-Afrique. Je n'ai pas développé mon pays. J'ai sacrifié Africa numéro 1 pour faire plaisir à RFI. J'ai fait les antennes de Moyabi, j'ai fait le Transgabonais. Je leur ai donné tout l'argent qu'ils voulaient, je leur ai donné mon pays. Mais regardez comment ils m'attaquent avec les affaires des biens mal acquis. » Il était amer, il regrettait tout son mandat de président, pourtant 42 ans. Il s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir. Et donc, ne soyez pas surpris si à la fin de sa vie, Albert Bernard, devenu Omar Bongo Ondimba, a dit « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire. » C'était trop tard, parce qu'avant ça, il l'avait dit à Mac Namara, ancien ambassadeur des États-Unis au Gabon, devenu responsable de la Banque mondiale, qui lui disait de ne pas faire le transgabonais, mais de faire les routes. Il lui a dit, monsieur Mac Namara, s'il faut pactiser avec le diable pour faire le transgabonais, nous pactiserons avec le diable. Et Omar Bongo Ondimba a effectivement pactisé avec le diable. Vous me voyez aller à Berlin, les gens s'étonnent, ils rient, mais qu'est-ce que Moubamba va faire au musée de Pergame? Je ne veux pas développer tout ça. Mais Omar Bongo a véritablement pactisé avec le diable. Or, quand vous pactisez avec le diable, il y a toujours un prix à payer. Vous devez soit faire couler le sang, soit organiser des guerres, soit réduire votre propre population à la famille, le tuer à petit feu par une violence qui n'est pas active mais qui est passive. Et c'est pour ça que vous devez détruire les services publics, vous devez détruire les hôpitaux, vous devez détruire la santé. Comme ça, vous fabriquez un peuple de spectres, un peuple de revenants, de fantômes. Donc, à partir du moment où on a mis en place ce qu'on appelle l'État. Oui, est-ce que ce sont des manœuvres de votre première dame, cette adhésion? J'en viens. À partir du moment où
on a mis en place Delta Synergie, qui est une société gérée par Pascaline Bongo, pour tout le clan Bongo. C'est cette société qui aspire toute l'économie gabonaise, avec la France-Afrique, avec les intérêts des Bongo, avec tous les enfants, toute la galaxie. C'est la société Delta Synergie qui marche toujours. C'est elle qui aspire toute l'économie gabonaise. Tout le pétrole, 18% pour eux, 58% pour les intérêts pétroliers d'ailleurs, et puis une petite somme pour l'État gabonais. À partir de là, vient un conflit né dont j'ai été témoin moi-même dès 2009, un conflit entre Pascaline Bongo et son frère Ali Bongo. Donc Ali Bongo, quand il arrive au pouvoir, fâché envers sa sœur Pascaline, parce qu'il estime qu'il n'a pas assez, en tant que président, il ne peut pas se contenter d'une quote-part, d'une petite part de Delta Synergie, il doit avoir plus, parce que c'est Delta Synergie qui possède tout, la BGFI, le pétrole, les transports, tout, toutes les richesses du pays. C'est par là que ça se partage avec la France-Afrique, avec d'autres non-France-africains que je ne citerai pas. Maintenant, quand Ali Bongo, là j'en viens aux industries extractives, arrive, il ne veut pas se contenter de sa part d'héritage. Voilà pourquoi Super Ali Bongo, tout président, hyper président qu'il est, va dire « je donne ma part d'héritage aux jeunes Gabonais ». Il ne l'a jamais fait, hein, vous pouvez vérifier. Mais c'était une manière de dire pour lui, à Pascaline Bongo, moi je suis président, j'ai fait ce qu'il fallait, vous n'allez pas me donner juste ma part d'héritage, j'ai droit à plus. Voilà pourquoi, en s'appuyant sur les Gabonais d'adoption comme Liban Soleiman, à qui il a confié le plan stratégique Gabon émergent, ou Mexan Akombressi, à qui il a donné les pleins pouvoirs, le béninois, vous savez, il va donc créer sa galaxie à lui, Bongo, qui va devenir après Bongo Valentin. Et c'est comme ça que vous voyez arriver Gagan Gupta, le numéro 1 du groupe Olam, tous les palmiers de Mouila au centre du Gabon, tout le système qui va se mettre en place, c'est pour que Ali Bongo puisse devenir aussi riche que son père Omar Bongo, quelque part contre Pascaline Bongo et son Delta Synergie, qui est déjà très riche. Mais ça ne suffit pas pour le super président. Donc, tout ce que vous voyez là, Olam, et tout ce qui se fait, on pourrait revenir sur la richesse d'Olam, la destruction de l'économie, la destruction des forêts gabonaises, le ministère de l'économie. Tout ce qui se fait là, c'est organisé par les Bongo Valentin. Donc, le retour du Gabon dans l'initiative qui concerne les industries extractives n'est qu'une comédie. C'est une plaisanterie. Ils vont revenir là-dedans, mais vous savez dans quel contexte, docteur Mouketou? Dans un contexte où, d'ici 2035-2034, le pétrole ne vaudra peut-être plus rien. Il ne vaudra peut-être plus rien. Vous savez que sur le marché du pétrole, il y a une abondance en ce moment. Donc, aujourd'hui, la nouvelle économie a supplanté le pétrole. C'est ce qui a fait perdre Donald Trump aux États-Unis parce que les Bill Gates dans l'informatique, les Zuckerberg, Facebook et les autres, Elon Musk, sont devenus plus riches que les industries du pétrole. Donc, aujourd'hui, vous pouvez revenir dans l'initiative de transparence des industries extractives. Aujourd'hui, ce n'est pas la nouvelle économie. C'est pas là que ça se passe. Donc, on va fabriquer bientôt des voitures électriques où la grande richesse pour faire tourner les voitures électriques, ça sera plus le pétrole, ça sera les terres rares, ce qu'on appelle les terres rares du Congo. Et les terres rares du Gabon, il y en a aussi. C'est avec ça qu'on fait les batteries électriques, les téléphones portables. Ça va gagner en valeur. Donc, Pascaline Sylvie Bongo sait que c'est pas par le pétrole qu'elle va assurer sa prospérité. Elle sait que c'est par les territoires du Gabon qui possèdent des terres rares. Et nous sommes très informés là-dessus. Voilà pourquoi ce pays, les Bantous doivent demander pardon à Dieu pour tout le mal qu'ils ont fait de ce pays quand ils étaient encore au pouvoir. Quand ils étaient encore au pouvoir, ils ont laissé Omar Bongo gaspiller ce pays. Au nord, au sud, au sud-ouest, au sud-est, peut-être à part Pierre Mamoudou, personne ne s'est levé contre Omar Bongo pour dire « nous ne voulons pas
Et sérieusement, s'il faut brûler ce pays, nous allons le brûler, mais vous n'allez pas faire de ce pays ce que nous n'avons pas le droit d'en faire, comme il a dit à la fin de sa vie. Mais s'il faut brûler le Gabon, il faut le brûler. Je vais être clair, parce que il faut peut-être passer par là pour que les gens comprennent que ça ne peut plus durer. Bien. Alors, merci, Monsieur Moubamba. Alors, nous allons prendre le tout dernier sujet avant de vous demander votre mot de la fin. Question un peu technique, hein. Je vais essayer d'aller doucement. Il y a eu, comment dirais-je, une prise au niveau du service des puits dans, je crois, du parti du sud-ouest du Gabon. On parle des puits on appelle ça de Gamba, voilà, Gamba. On parle de Gamba DTM7H au Gabon. Et ça s'est passé plus précisément le 19 octobre dernier. On parle aussi de BW Energy qui a lancé en octobre, hein, je crois le 22 octobre, la production des puits DTM6H. Et je cite, hein, le premier a été mis en production il y a quelques jours et le 23 octobre 2021, le deuxième, donc le DTM6H, vient de faire donc sa première goutte d'huile, voilà comme on le dit. Alors, votre commentaire sur ces deux puits dans votre pays? Et puis, vous pourriez enchaîner avec le mot de la fin. Bien, docteur Mouketou, merci pour cette question tellement capitale parce qu'elle concerne le territoire de Gamba. Comme vous le savez, le territoire de Gamba a été considéré d'abord comme un district autonome qui appartenait à la province de la Nyanga, qui est ma province d'origine. Et vous savez qu'on a séparé exprès ce territoire pétrolier de la Nyanga, mais ça, les réformes territoriales, c'est un autre sujet qu'aucun pouvoiriste actuel du Gabon ne pourra faire parce qu'on ne peut faire de la réforme territoriale que dans le cadre d'une gouvernance qui se respecte et pas dans le cadre du banditisme d'État et de la mafia qui a lieu en ce moment dans l'indifférence de la communauté internationale. Je rappelle aussi que sur le territoire de Gamba, il y avait Shell Gabon, le groupe anglo-saxon qui exploitait le pétrole et qui est parti parce qu'il n'y avait plus, soi-disant, de pétrole. Mais à mon avis, le management, la corruption et la gestion du pétrole dans ce territoire laissait à désirer. Vous avez votre image à l'envers, docteur Mouketou, donc j'espère que votre technicien va la corriger. Je tiens aussi à dire que oui, le groupe BW Energy, toujours dans le territoire de Gamba, parce qu'on dit que c'est le groupe maritime qui produit le pétrole, mais on ne dit pas que le pétrole, il vient de Gamba essentiellement. Un territoire qui est à quelques encablures de Tchibanga. Il y a juste le fleuve de la Nyanga, je l'ai traversé plusieurs fois, qui sépare Gamba du territoire de Tchibanga dans la Nyanga. Donc, le groupe BW Energy a déjà, dans un bloc pétrolier très productif, démarré 6 puits à peu près. Enfin, ils ont 6 puits, ils ont exploré, ils ont fait fonctionner 2 puits et ces 2 puits sont en train de sortir du pétrole de très bonne qualité. Vous savez que dans ce territoire du Nyangou, il y a ce qu'on appelle le pétrole bleu, un pétrole de très 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 bonne qualité. Et donc, cela prouve que le pétrole qui est au Gabon n'a pas encore fini d'être exploité. Au contraire, les richesses pétrolières du Gabon sont impressionnantes et vont encore donner dans les années à venir, même si nous entrons peut-être petit à petit dans la pré-pétrole, c'est-à-dire que l'industrie automobile pourrait changer au profit des voitures électriques, peut-être en l'utilisation de moins de carburant, mais ça ne veut pas dire que le pétrole deviendra insignifiant parce qu'il y aura toujours l'industrie aérienne, l'espace et bien d'autres utilisations du pétrole. On n'aura pas le même niveau peut-être de consommation de pétrole qu'il y en a eu jusqu'ici,
mais l'avenir du pétrole n'est pas condamné, même s'il va peut-être va falloir amoindrir un peu son rôle. Mais ce que je veux rappeler ici, c'est que tout Gabonais est Gabonais. Je constate que le ministre du pétrole, un produit de la première dame et de cette galaxie, le ministre du pétrole a été accusé d'actes de corruption envers sa première ministre, Rose Osuka-Raponda. Une tentative de corruption qui a été d'ailleurs dénoncée par la première ministre elle-même. Il n'y a pas eu de sanction. Ça signifie que ce ministre du pétrole doit abreuver d'autres. Ce qu'il a essayé de faire avec la première ministre, il a dû le faire avec d'autres. Il doit fournir, il doit faire ce genre d'opération, notamment avec la galaxie de la première dame. Voilà pourquoi il n'a pas été démis de ses fonctions. Et c'est quelque chose qu'il faut signaler. Deuxièmement, je tiens aussi à signaler que moi, j'étais à Sochi, au Forum économique de Russie d'octobre 2019, au cours duquel Nathalie Yamb, cette Suisse camerounaise, ivoirienne, avait fait scandale avec les conséquences qu'on sait. J'étais là lorsqu'elle a fait son discours. Mais parallèlement à cela, j'ai rencontré Noël Mbumba, l'ancien membre de la GEV, c'est-à-dire la galaxie de l'ancien directeur de cabinet en prison, Blaise Lacroix-Chalianga, dit Fargeron. Je l'ai croisé avec le Premier ministre de l'époque, j'étais déjà sorti du gouvernement, nous avons discuté dans les couloirs et j'avais compris qu'il était venu signer des accords pétroliers avec le géant russe qu'on appelle Gazprom. Et que les Russes allaient récupérer des puits pétroliers également au Gabon. Donc ça signifiait que le marché du pétrole était toujours ambitieux au Gabon et que j'avais compris que les autorités, entre guillemets, du Gabon n'avaient aucune intention de partager la richesse du pétrole avec les populations. Et c'est pour ça que je dis oui, je confirme que le groupe BW Energy a trouvé du pétrole à Gamba, un ancien territoire, un district autonome qui était relié à la Nyanga, qui a été rattaché à l'Ogooué maritime, peu importe, de toute façon, les réformes territoriales, ça ira toujours de l'avant. Dans le Gabon d'après, les réformes territoriales se poursuivront. Mais je veux condamner ici la politique pétrolière de ce pouvoir où on a vu des membres de la GEV s'emparer notamment de Gabon Oil Company, des jeunes loups qui ont fait n'importe quoi de l'argent du pétrole à Gabon Oil Company. Alors, leur chef, Brice Lacroix-Chalianga, a fait ce qu'il a fait, Di Fargeon a fait ce qu'il a fait, ils ont perdu leur poste. On ne sait pas où en est Gabon Oil Company, on ne connaît pas la stratégie du Gabon réelle en matière pétrolière. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on confie des puits de pétrole à des sociétés comme Perenco qui polluent. Et je salue ce jeune Gabonais qui s'appelle Rebouka quelque chose, qui dénonce tout le temps les pollutions de Perenco au Gabon. Et il y a ce groupe BW Energy qui vient découvrir encore plus de pétrole, mais on ne sait pas où partira l'argent parce qu'on sait que ça partira dans Delta Synergy, ça partira à la BGFI, ça partira dans la galaxie Bongo, Ondimba, Bongo, je ne sais pas, Valentin. Alors je pose la question, je dis aux Gabonais une seule chose. Arrêtez de rêver, peuple gabonais. Ce n'est pas seulement un leader qui va venir vous sauver. C'est aussi la mobilisation de votre propre énergie, le renoncement aux idées démoniaques, le changement des mentalités réelles, c'est-à-dire le changement de cœur, le nettoyage spirituel de nos vies qui sont trop imparfaites spirituellement, donc physiquement, elles deviennent aussi imparfaites. La pauvreté, c'est le fruit des saletés spirituelles que nous portons. Vous devez le savoir que Dieu n'a pas créé les gens pour être pauvres. Si nous sommes dans la pauvreté, c'est parce que nous payons aussi nos saletés spirituelles et les saletés spirituelles de nos ancêtres. Nous devons donc nous débarrasser de ça. Parce que vous pouvez crier un jour, Mbarbé Solo va nous sauver, il ne vous sauvera pas.
Et je peux aller jusqu'à un tel, un tel, un tel, un tel. Ça ne peut pas. Ce n'est pas de leur faute. Ce ne sont que des hommes comme vous et moi. Mais ce qui nous est demandé par la providence divine, c'est de changer de vie. Le Gabon doit devenir un pays propre spirituellement. C'est un pays qui est trop sale spirituellement. Et moi, je prie tous les jours pour que la lumière de Dieu descende sur les Gabonaises et les Gabonais. Parce que c'est la seule voie pour sauver ce pays. Tant que vous croirez que sauver, et là j'entame mon mot de fin, hein, ma conclusion, si vous le permettez, Gabonaises, Gabonais, Bantous du Gabon, si aujourd'hui des Gabonais venus d'ailleurs, du Maroc, d'Angleterre, de l'Afrique de l'Ouest, de Chine, d'Inde, viennent vous humilier dans votre propre pays, viennent marcher sur vos têtes, viennent marcher sur les tombes de vos ancêtres que vous ne respectez pas, c'est parce que c'est un appel de Dieu pour un changement de vie, un changement réel des mentalités. C'est le message que je voulais vous donner ce soir. Nous devons changer de vie. Nous devons nous nettoyer de nos saletés spirituelles si nous voulons attirer la bonté de Dieu sur notre pays. Mais tant que nous restons dans la saleté spirituelle, il y aura la saleté dans les rues. Parce que ces ordures que vous voyez dans nos rues, ces saletés-là, ce ne sont que des reproductions dans le domaine, dans le monde matériel, de ces saletés spirituelles dans lesquelles nous sommes enfoncés depuis trop longtemps. Et il est temps de nettoyer le pays. Et le premier nettoyage, c'est le nettoyage spirituel. Ensuite, il y a le nettoyage psychologique et intellectuel. Et ensuite, il y a le nettoyage matériel. Mais si vous commencez d'abord par dire, c'est parce que Ali va mourir que maintenant le pays ira mieux, mais vous vous trompez. Parce que vous allez continuer dans vos saletés, ou dans nos saletés, devrais-je dire. Je propose que la lumière de Dieu, la lumière de la divine providence, moi je m'exprime ainsi parce que je suis français, je suis pas dans l'idéologie française des lumières, de tous ces mensonges qui disent que il y a la séparation, machin, faut pas spiritualiser les choses, alors que le président français lui-même est officiellement un chanoine du Vatican. C'est un de ses titres, hein. Mais vous êtes là, vous sentez la laïcité, alors que ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez rien changer au fait que la réalité, elle est d'abord spirituelle, elle est après intellectuelle, donc psychologique, après elle est matérielle et physique. Donc, changeons d'abord spirituellement en nous débarrassant des idées démoniaques et des saletés spirituelles qui ont envahi notre pays et notre continent. Ensuite, changeons au niveau de nos pensées et enfin, nous aurons la force de changer le matériel, changer le physique. Il faut renverser les choses. Nous sommes trop intéressés par le matériel. Même quand nous allons dans les églises, c'est pour demander mon miracle, ma guérison, mes biens matériels, mon argent. Ça ne veut rien dire. Intéressez-vous d'abord à ce qui est spirituel. Devenez des êtres purs et vous verrez que vos pensées vont se mettre en ordre et après, matériellement, ça va s'arranger. Ce pouvoir est démoniaque. Il ne peut partir que par des gens qui sont eux-mêmes libérés des idées démoniaques. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Imhotep Bruno Ben Moubamba d'avoir honoré notre invité. Vous étiez donc sur l'émission Heure de vérité du docteur Jean-Aimé Mouketou Vous êtes déjà saboté, mais c'est trop tard. 2050 et radio et télévision d'Enigma depuis les États-Unis. Nous étions en direct, nous avons aimé ces temps. En tout cas, merci encore, Monsieur Moubamba. Merci et à très bientôt.